Bonjour à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir quelques notions et quelques éléments de calcul tensoriel et tout ça dans le cadre de la mécanique des milieux continus. Donc si vous avez aimé cette vidéo, encouragez-nous avec des likes et partagez cette vidéo. On va commencer par quelques notions. Donc la mécanique des milieux continus s'exprime dans un univers à 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle. Donc comme vous savez, l'espace des milieux continus est modélisé par l'espace affine, ça veut dire un espace de points auquel on associe un espace E des vecteurs. On commence d'abord par l'espace. Donc les 3 dimensions spatiales forment un espace euclidien, ça veut dire un espace vectoriel muni d'un produit scalaire. Donc le produit scalaire que vous connaissez très bien. Cet espace E3 et on utilisera couramment une base orthonormée. Donc on utilise une base orthonormée pour simplifier. Cette base elle est alors B qui a les vecteurs de base E1, E2, E3. Donc si on choisit un point O comme origine, on aura donc un repère noté O comme origine, E1, E2, E3 comme des vecteurs de base. Donc un élément de cet espace est nommé vecteur. Donc un élément de cet espace E3 est nommé vecteur. Et noté X. Donc X1, E1 plus X2, E2 plus X3, E3. Donc la composante 1, la composante X1 suivant la direction E1, la composante X2 suivant la direction E2 et la composante X3 suivant la direction E3. Donc on a encore le temps. Donc, dans le cadre de la mécanique classique, le temps est absolu. Donc, le temps n'est pas relatif. Donc, on n'est pas dans la mécanique relativiste. On est dans la mécanique classique. Il est muni d'une structure de droite orientée dont les points sont appelés instants. Donc, les points de cette droite sont appelés instants et notés T. Alors, on passe à la notation d'Einstein. La notation d'Einstein est une convention propre au calcul tensoriel. Elle permet d'alléger considérablement les notations. Donc, elle nous aide à simplifier les notations. On l'appelle aussi notation indicielle ou convention de l'indice muet. Donc, on va voir plus tard qu'est-ce qu'un indice muet. Cette convention d'écriture s'énonce ainsi. Si un indice apparaît 2 fois, donc il faut faire attention, si un indice apparaît 2 fois, ni plus ni moins, dans le même monome. Donc dans le même monome, on va voir qu'est-ce qu'un monome plus tard. On lui fait prendre les valeurs 1, 2 et 3 et on fait la somme de l'ensemble. Donc on dit qu'on fait la somme sur l'indice muet. Dans cet énoncé, un indice représente une référence à un des axes de la base B, E1, E2, E3. Donc, ça veut dire, si on dit 1, alors on fait référence à la direction E1. Si on dit 2, alors on fait référence à la direction E2. Si on dit 3, alors c'est E3. Donc, un indice prend toujours la valeur 1, 2 ou bien 3. Un vecteur peut par exemple s'écrire x égale x1, E1 plus x2, E2 plus x3, E3 qui est égal à xi, EI. Donc si vous avez remarqué ici, on a i, un indice qui est répété. Donc on fait la somme sur cet indice. Donc x1, E1 plus x2, E2 plus x3, E3. On est toujours dans la notation d'Einstein. Donc en suivant cette convention, on peut écrire AI scalaire BI égale à A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. Donc si vous avez remarqué ici, on a un indice qui est répété, I. Donc on fait la somme sur cet indice. Donc 1, ici 2, ici 3. Donc si on avait un espace de dimension 4, si on avait par exemple une base qui a E1, E2, E3, E4, on aurait fait A1, B1 plus A2, B2 plus A3, B3 plus A4, B4. Et par conséquent, AI, BI égale à AJ, BJ égale à A bêta,
B bêta. Donc vous avez remarqué ici, I peut être remplacé par J, ou bien bêta, ou bien alpha, ou bien gamma, ou bien n'importe quelle lettre. Parce que c'est un indice muet. Donc on appelle ceci un indice muet. Donc ça c'est un indice muet, il est répété. Il est répété dans un même monome. Ça c'est un monome. Donc la lettre choisie pour l'indice n'a aucune importance. La seule importance est qu'il est répété deux fois. Donc il est répété deux fois dans le même terme, dans le même monome. Et donc on doit en faire la somme sur les trois dimensions de l'espace. Donc on doit faire la somme sur les trois dimensions de l'espace, 1, 2 et 3. Dans le cas où on ne voudrait pas faire la somme malgré une répétition d'indice, on a coutume de souligner l'indice en question. Il est alors appelé indice franc. Donc si par exemple ici on ne veut pas faire la somme, mais même si il est répété, on doit alors faire la lettre soulignée, comme ici. Donc AI, BI est différent de AJ, BJ, est différent de AI, BI. Donc ici, il n'est pas souligné. Donc ici, on peut faire la somme. Donc AI, BI égale à AJ, BJ, qui est égal à la somme de 1 jusqu'à 3. On aura souvent un mixé dans une même équation des indices francs et muets, comme par exemple lors du produit d'une matrice A par un vecteur B. Donc la matrice A, un tenseur d'ordre 2, et le vecteur B, un tenseur d'ordre 1. Donc ceci est un indice franc parce qu'il n'est pas répété. J est un indice muet parce qu'il est répété. Donc ici on a J, un indice muet, donc il est répété. Donc on fait la somme sur J. Donc on fait la somme sur J. Donc ici J prend la valeur 1, ici il prend la valeur 2, ici il prend la valeur 3. Et la lettre ou bien l'indice I, il reste, puisque c'est un indice franc. Une des utilisations les plus évidentes de cette notation est le produit scalaire de deux vecteurs. Donc le produit scalaire que vous connaissez déjà, ce n'est qu'un produit tensoriel avec la notation d'Einstein. Puisqu'on a ici un indice qui est répété, donc on fait la composante 1 de U avec la composante 1 de V et la composante 2 de U avec la composante 2 de V. Et ainsi de suite. La troisième composante de U avec la troisième composante de V. Donc ici on a un produit contracté, simplement contracté, un produit scalaire ici. Ici on a un produit tensoriel. On peut faire alors le transposé de U. Donc ici c'est un transposé de U tensoriel, le produit tensoriel avec V. Donc on passe maintenant au symbole de Kronecker. Donc le symbole de Kronecker, aussi appelé simplement le Kronecker, son autre delta IJ, il peut prendre deux valeurs, soit 1 si I égale à J, soit 0 si I est différent de J. On rappelle que les indices I et J représentent des directions de l'espace et valent alors 1, 2 ou bien 3. On a donc delta 1, 1 égale à delta 2, 2 égale à delta 3, 3 égale à delta I, et tout ça égale à 1. Donc ici, si vous avez remarqué ici, on a I, il est souligné. Il est souligné, donc ce n'est pas la somme. Donc on ne va pas faire la somme parce que c'est un indice qui est souligné. Donc delta I ici, il n'est pas souligné, donc on va faire la somme. Et puisqu'il est répété, donc on peut remplacer I par J. Donc ça égale à delta 1, 1 plus delta 2, 2 plus delta 3, 3. Et ça c'est la trace. Donc delta I, c'est la trace. Si vous voyez un tenseur avec un indice qui est répété comme ça, II ou bien JJ, c'est tout simplement la trace de ce tenseur. Donc, comme par exemple ici, delta II, c'est la trace de delta qui est 3. Donc 1 plus 1 plus 1, c'est 3. Par contre, ici, on a delta
1, 2 égale à delta 2, 1 égale à 0. Puisqu'ici on a I est différent de J. Donc I est différent de J, c'est égal à 0. Donc maintenant on passe à la notion de tenseur. Donc qu'est-ce qu'un tenseur? Un tenseur est un objet mathématique défini par son ordre qui est un entier positif ou nul. Donc il est toujours positif ou nul. Donc s'il est nul, donc c'est un scalaire. Donc un tenseur d'ordre 0, c'est un scalaire. Un tenseur d'ordre 1, c'est un vecteur. Un tenseur d'ordre 2, il peut être représenté par une matrice. Donc par convention, on appellera généralement un tenseur d'ordre 2. Donc si on dit un tenseur, donc on pense toujours à un tenseur d'ordre 2. Donc un tenseur d'ordre 2 est une forme bilinéaire de E3 fois E3 dans R. Autrement dit, il s'agit d'une fonction qui fait correspondre un réel à deux vecteurs quelconques. Donc si on applique un tenseur noté T, donc ici si vous avez remarqué ici, on a deux traits, ça veut dire un tenseur d'ordre 2. Donc si on applique un tenseur noté T à deux vecteurs U et V, on obtiendra le scalaire T UV. Donc on prend deux vecteurs de E3 fois E3 et on leur applique le tenseur T qui est une forme bilinéaire. Donc on obtiendra un scalaire qui est dans R. Dans la base courante B, on appelle composante de T les 9 scalaires. Les 9 scalaires qui peuvent être calculés comme ça. TIG égale à l'application bilinéaire de T, E, I, E, J. Elle peut être alors calculée comme ça. E est transposé. Ici le tenseur T. Et ici EJ, la direction EJ. Ici la direction EI, ici la direction EJ. Donc ici c'est EI transposé. Donc la matrice lignée. Ici la matrice colonne. Donc comment on peut calculer le nombre de scalaires ou bien le nombre de composantes d'un tenseur? Donc si on représente le nombre de composantes par n, alors n égale à la dimension de E à la puissance l'ordre de ce tenseur. Par exemple, ici on a la dimension de l'espace, c'est 3. Et l'ordre de ce tenseur, c'est 2. Okay, l'ordre, c'est 2. Donc 3 à la puissance 2, ou bien 3 au carré, c'est 9. Si le tenseur d'ordre 2 peut être représenté par une matrice, alors le tenseur d'ordre 3 peut être représenté comme ça. Donc si vous avez remarqué ici, on a la composante 1, 1, 1, ici la composante 1, 2, 1, ici la composante 2, 1, 1, et ainsi de suite. On en déduit que dans cette base, on peut représenter le tenseur par une matrice. Donc comme ça. Donc il faut retenir la chose suivante. Un tenseur n'est pas une matrice, puisqu'on a vu ici, il peut être encore représenté par un cube, comme ça. Un tenseur d'ordre 3. Mais on peut représenter un tenseur d'ordre 2 par une matrice carrée 3, 3, comme ici. Mais ce n'est pas toujours une matrice. Donc si on prend une autre base B', alors le même tenseur T va être exprimé avec des composantes différentes. Donc le même tenseur s'exprimera par une matrice différente.